plus nous avançons dans ce livre audio, plus chaque personnage qui à la base étaient tous séparés se rejoignent, en espérant que dans ce livre nous allons avoir une belle confrontation entre les deux groupes, notamment le groupe Coccinelle Agrumes et le groupe Prince Kimura. Yo les boys et les girls, Ashibal ici, votre lecteur attitré de la version française de Bullet Train de Kotaro Isaka pour la 9e vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons lire 48 pages, ce qui est quand même peu quand on peut penser qu'on a déjà lu 49, 59, 55 et 58. Donc, moi, je pense qu'on va être dans les coins d'1h20, 25. Et donc, c'est de 320 à 367, ce qui correspond à Coccinelle 9, Kimura 6, le Prince 6, les Liserons 3 et les Agrumes 10, en espérant, vu qu'on a encore les Liserons, que ce coup-ci, on va enfin comprendre le lien entre tout ce qui se passe dans le Bullet Train et les Liserons. Parce que pour l'instant, je sais pas vous, mais moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qui branle là. Il est pas dans le film, puis il correspond à aucun autre personnage. Mais bon. Nous allons voir ça quand on va être rendu là. Commençons donc par Coccinelle 9. Retour un peu plus loin en arrière. Nanao est sur le point de remettre la valise à un contrôleur. Sur le côté droit de la passerelle entre les voitures 8 et 9, une porte étroite avec un panneau salle du personnel. Un contrôleur en sort et les deux hommes manquent de se percuter. Oups! Désolé. Excuse Nanao. J'allais justement voir ce type et j'ai failli le renverser. Pas de bol, comme d'hab. Face à l'agitation de Nanao, le contrôleur à l'allure étonnamment jeune malgré son uniforme à double boutonnage se montre parfaitement calme. Je peux vous aider? Je peux vous confier ceci? Répond Nanao sans prendre le temps de se poser de questions en lui tendant la valise. Le contrôleur affiche un visage perplexe. Sous son képi trop grand, on dirait un petit garçon amoureux des trains qui serait parvenu à se faire embaucher dans le Shinkansen. Son regard reste bienveillant malgré la solennité de son uniforme. Vous voulez que je prenne vos bagages? Je l'ai trouvé dans les toilettes, en Nanao, sur la passerelle entre la 5 et la 6. Ah bon? Répond le jeune contrôleur sans témoigner d'aucune méfiance tout en examinant la valise et en la tournant dans tous les sens. Il teste la serrure et constate qu'elle est verrouillée. Je ne manquerai pas de faire une annonce dans le train. Nanao le remercie et traverse la voiture verte puis s'arrête sur la passerelle qui la relie à la dernière voiture du Hayate, la 10. Il pense au loup et au frelon et au lien qui les unit, puis sort son téléphone. Lorsque Mandarine prend l'appel, Nanao lui expose la situation aussi succinctement que possible et lui annonce avoir l'intention de renoncer au contrat. Par ailleurs, il a remis la valise au contrôleur et pense que le fils de Minegichi a pu être assassiné par le frelon dont la photo se trouve dans la poche de l'homme assis à l'arrière de la voiture 6. C'est un peu une piqûre de rappel. Mandarine raccroche. Nanao s'appuie contre la vitre pour contempler le paysage, serrant contre lui son téléphone, comme s'il attendait un appel de sa maîtresse. Quelle maîtresse? Je sais pas. À vous de voir. Le train vient d'entrer dans un tunnel et plonger dans l'obscurité lui donne la sensation de retenir sa respiration sous l'eau. Lorsque le Shinkansen remonte à la surface, il lui semble respirer à nouveau, mais presque aussitôt apparaît un autre tunnel. Tunnel, surface. Obscurité, lumière, poisse, chance. Il se rappelle ce vieux dicton suivant lequel les deux sont inextricablement liés. Bien que, dans mon cas, la malchance domine. C'est alors que la fille des rafraîchissements fait son entrée, poussant devant elle son chariot de collation et de boissons surmonté d'une pile de gobelets en carton. Nanao demande une bouteille de thé, au moment où Mandarine le rappelle, et coince son téléphone entre l'épaule et l'oreille pour lui donner la monnaie à la jeune femme. Lorsque Mandarine lui demande ce qui se passe, Nanao lui explique qu'il vient de s'acheter à boire. T'es plutôt chill ou quelqu'un qui a de sérieux problèmes? Dans ce genre de situation épineuse, il faut toujours absorber des nutriments et penser à s'hydrater dès qu'on en a l'occasion. Pareil pour les besoins naturels. La fille du chariot le remercie et entreprend d'avancer vers la voiture 10. « Hé Nanao !» lance Mandarine avec fermeté. « J'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Il semblerait que le frelon soit la fille des rafraîchissements. »« Quoi ?» Pris au dépourvu par cette révélation subite, Nanao élève la voix, plus qu'il ne l'aurait souhaité. Le chariot s'arrête brusquement. La jeune femme, dos à lui, tourne la tête pour regarder par-dessus son épaule. Ses joues pleines et juvéniles forment un sourire bienveillant, comme pour dire « Tout va bien? Puis-je vous aider? » Une attitude en apparence parfaitement naturelle. Nanao raccroche et la fixe. Peut-elle être le frelon? Dit-elle à croire. Il la scrute attentivement de haut en bas.
Quelque chose ne va pas, monsieur? Demande-t-elle en pivotant lentement vers lui. Avec son tablier enfilé par-dessus son uniforme, elle ne semble pas pouvoir être autre chose que la préposée à la vente des boissons. Oh, non, répond Nanao en rangeant son téléphone dans sa poche arrière. Tout va bien, assure-t-il en s'efforçant de ne pas laisser transparaître sa nervosité. N'importe qui peut-il entrer dans cette pièce? Il désigne la porte coulissante de gauche, marquée par un écriteau salle polyvalente. Près de l'entrée, une affiche prie les passagers d'informer un membre du personnel s'ils prévoient d'utiliser la salle. Sans doute celle dont Maria a parlé pour les jeunes mamans avec leur bébé. Nanao ouvre la porte qui n'est pas verrouillée et découvre un local vide et terne avec un siège unique. En général, les gens s'installent ici pour nourrir les bébés, répond la vendeuse. Il suffit de le signaler au personnel ferroviaire. Son sourire semble à présent figé, artificiel. Impossible de dire si c'est le sourire standard des préposés au service de la clientèle ou le signe d'une tension plus profonde. Face à la salle polyvalente, un cabinet de toilette plus spacieux que ceux situés sur les autres passerelles. Sur le mur adjacent, un bouton grand format, sans doute destiné aux voyageurs en fauteuil roulant pour commander l'ouverture de la porte. La vendeuse lui sourit toujours. « Je fais quoi? Je fais quoi? » Le refrain tourne en boucle dans la tête de Nanao. Je tente de savoir si c'est elle le frelon, et si tel est le cas, je fais quoi? Un petit bruit comme une déchirure. C'est l'étiquette de la bouteille de thé qu'il triturait sans s'en rendre compte. Excusez-moi, mais y a-t-il un frelon à bord? Demande-t-il en essayant de paraître le plus décontracté possible, comme si l'idée venait juste de lui traverser l'esprit. Tous en s'éloignant de la porte de la salle polyvalente, il décolle complètement l'étiquette. Pardonnez-moi, un frelon? Oui, un frelon asiatique, le plus nuisible. J'ai l'impression qu'il y en a un dans le train. Vous en avez volé un? Il est peut-être monté à bord à l'un des arrêts. Ça peut être dangereux. J'en ai informé les contrôleurs. Il ne parvient pas à savoir si elle tente de détourner la conversation ou si elle ne comprend vraiment pas où il va en venir. Rien dans son comportement ne laisse présager quoi que ce soit. Elle esquisse un nouveau sourire et se détourne vers la voiture 10. Non, finalement, je m'en occuperai, déclare Nanao en faisant volte-face lui aussi, comme pour regagner la voiture verte, concentré sur ce qui se passe derrière lui, afin de détecter le moindre mouvement. Il lève sa bouteille en plastique devant ses yeux pour l'utiliser comme miroir. La silhouette floue de la femme se reflète dans le thé. Elle se rapproche sans un bruit. Nanao se retourne brusquement et se retrouve face à elle. Il lui envoie sa bouteille au visage, mais elle esquive. Il en profite pour la bousculer d'un mouvement violent et rapide. Ah oui! Elle titube, tombe à la renverse et s'écrase contre son chariot. La pile de gobelets en carton et plusieurs boîtes de friandises s'éparpillent sur le sol. La jeune femme a glissé vers le bas, le dos contre le chariot et est tombée lourdement sur les fesses. C'est alors que Nanao remarque cette espèce de corde qui se déroule et se tortille d'avant en arrière. Le serpent qui a jailli du terrarium à l'arrière du train. Il devait se cacher parmi les confiseries rangées dans le chariot. Le reptile se faufile le long de la paroi de la passerelle et Nanao le perd de vue. La femme s'accroche à la poignée pour se relever. Dans sa main droite, quelque chose scintille. Une aiguille. Sa chemise bleue cintrée et son tablier indigo ne sont pas idéaux pour faire du sport, mais cela ne la ralentit pas le moins du monde. Sans une hésitation, elle s'élance en avant, de telle façon que Nanao ne peut deviner de quelle manière elle le frappera, si elle entend le piquer directement avec l'aiguille ou la lui lancer. La femme se jette sur lui, et il appuie de justesse sur le gros bouton d'ouverture de la porte des toilettes pour personnes handicapées. Sans perdre un instant, il fait un pas de côté et lui assène un violent coup de pied pour tenter de la faire tomber à l'intérieur. Peu importe que l'adversaire soit un homme, une femme ou un enfant, face à un pro, aucune pitié possible. La femme s'engouffre dans les toilettes et la talonne dans cet espace si restreint qu'ils ont du mal à s'y loger à deux, chacun d'un côté du siège des toilettes. Il lance son poing gauche pour la frapper au visage, mais elle parvient à parer l'attaque de son avant-bras. Il la cogne donc rapidement du droit, visant les côtes, mais encore là, elle se retourne in extremis et il manque son coup. Elle est agile et paraît un peu inquiète, car il la fait transpirer, mais elle gère bien ses assauts, et Nanao craint qu'à tout moment l'aiguille ne s'enfonce dans sa chair. La porte automatique fait mine de se refermer. Aussi Nanao appuie-t-il sur le bouton. Il s'élance sur la passerelle et tente de faire demi-tour pour recouvrer son équilibre. Mais il se heurte violemment à la porte de la salle polyvalente. Un éclair de douleur remonte le long de son bras à l'endroit où Citron l'a poignardé plus tôt. Le pistolet
qu'il a volé au malfrat tombe de sa ceinture et s'écrase par terre avec fracas. Il se précipite pour le ramasser dans un bruit métallique, quand un bruit métallique se fait entendre contre la porte derrière lui. Une aiguille projetée comme un missile vient de manquer sa cible. La femme recule sur la passerelle, repoussant d'un coup de pied l'arme que Nanaos s'apprêtait à saisir. Celui-ci se précipite sur le chariot et ramasse l'une des boîtes de souvenirs qui jonche le sol, le brandissant comme un bouclier qu'une aiguille vient immédiatement transpercer. Dire qu'une fraction de seconde plus tard... La femme retire sa main, l'aiguille entre les doigts et s'élance à nouveau, mais Nanao part le coup, une fois de plus, d'un coup de boîte. Il décale brusquement l'emballage dans lequel l'aiguille est restée enfoncée et assène de toutes ses forces à la femme un coup de pied dans le plexus solaire. Les mains serrées sur la poitrine, elle bascule. Nous y voilà, pense Nanao en se rapprochant pour achever son adversaire. Hélas, au moment où il enjambe la liaison entre les wagons, le train se cabre tel un animal qui s'ébroue à la sortie de l'eau. Le mouvement est bref, à peine une seconde, mais intense. Si Nanao était une coccinelle accrochée à la fourrure de cette bête, il pourrait s'envoler. Mais il n'est qu'un humain à bord du Shinkansen et il s'étale de tout son long. Comme de juste, tombé au moment crucial d'un combat, une preuve supplémentaire du fol attachement de la déesse de la poisse à ma personne. Nano se redresse à grand-peine. La femme se tient toujours le ventre en gémissant. Mais alors qu'il prend appui sur ses mains pour se remettre debout, il ressent une douleur aiguë. C'est quoi ça? Une aiguille vient de se planter sur le côté de sa main et le sang reflue brutalement de son visage. Ses yeux s'écarquillent et les poils de sa nuque se hérissent. L'aiguille lancée par la femme s'est pliée comme un hameçon lorsqu'elle a heurté la porte et Nano vient de poser la main dessus. Pas n'importe quelle aiguille, une aiguille empoisonnée. Dans la seconde qui suit, la tête de Nano se remplit de signaux, un tourbillon de mots et de fragments de pensée, la malchance, le frelon, le poison, mourir, toujours aussi verni, et puis, nous y voilà, une grande lourdeur s'installe en lui. C'est ça qui m'attend. Pourtant, en même temps, sa tête bourdonne du refrain familier « Je fais quoi? Je fais quoi? » Sa vision se rétrécit et il regarde autour de lui, luttant pour rester conscient. La femme pliée en deux, le chariot, les confiseries éparpillées. Il sent le poison se répandre dans son corps. À quelle vitesse se propage-t-il? Puis ça vient. La montée des eaux, le bouillonnement, le débordement. Je fais quoi? Je fais quoi? La question le submerge. Un instant plus tard, c'est fait. Les eaux se retirent et son champ de vision se dégage. Il a les idées claires. Il sait exactement comment agir. D'abord, il arrache l'aiguille de sa main. Pas de temps à perdre. Une autre aiguille gît sur le sol, près de la femme. Nano se lève rapidement et avance vers elle. Si elle est enfin capable de s'asseoir, elle a toujours une main appuyée sur le plexus solaire. De l'autre, elle palpe le sol pour atteindre le pistolet. Nano lui bondit dessus, attrapant d'abord l'arme. Puis il saisit l'aiguille et sans hésiter, la lui plante dans l'épaule aussi naturellement que s'il lui tapait dans le dos pour encourager. Sa bouche s'ouvre brusquement, tel le bec d'un poussin dans l'attente du ver de terre. Puis, sidérée d'avoir été piquée par sa propre aiguille empoisonnée, elle arrondit les yeux. Nanao recule d'un pas, ignorant combien de temps il faut au poison pour agir. Il ne connaît pas les symptômes. En attendant, la terreur l'envahit. Son souffle devient irrégulier, sa conscience s'estompe et sa vie s'éteint. La fin est là, proche et soudaine, comme si on le débranchait, et il a du mal à rester debout. Une sueur froide suinte de toutes les pores de sa peau. S'il te plaît, je t'en supplie, dépêche-toi. Comme si elle attendait sa supplique, la femme tapote son tablier, cherchant sa poche pour en sortir un objet qui ressemble à un feutre. Frénétique, elle en retire le capuchon, plie la jambe et s'apprête à le planter dans sa cuisse. Nanao bondit sur elle et lui brise la nuque. Il saisit le dispositif, qui lui semble conçu pour une injection, comme ceux qu'il utilisait dans le temps pour faire les piqûres d'insuline à la vieille dame de son quartier. En temps normal, il se demanderait si les stylos fonctionnent de la même manière, mais il n'a plus une minute à perdre. Il introduit son doigt dans le trou situé au niveau du genou gauche de son pantalon cargo et déchire grossièrement l'étoffe, puis pousse l'extrémité d'auto-injecteur contre sa peau, se demandant frénétiquement si l'antidote fonctionnera, s'il l'administre comme il faut, s'il n'est pas déjà trop tard. Doute et angoisse affluent en lui, mais il les balaie. La piqûre ne fait pas aussi mal qu'il s'y attendait. Après un instant, Nano la retire, se redresse avec l'impression que son cœur bat plus fort qu'à l'accoutumée, mais c'est peut-être seulement les nerfs. Il soulève la femme au cou brisé, la porte dans la salle polyvalente et la repose dos contre le mur, les jambes allongées de façon
à empêcher l'ouverture complète de la porte. Puis il se faufile par l'interstice. Ce n'est peut-être pas une solution idéale, mais il suppose que si un portager tente d'ouvrir la porte et trouve qu'elle résiste, il en déduira que la salle est hors service. Il actionne le verrou afin que le signe « Occupé » apparaisse sous la poignée. Puis, désireux d'effacer toute trace de lutte, il replace sur le chariot toutes les friandises tombées par terre et fait rouler l'engin vers un coin de la passerelle. Il retire ensuite le chargeur de l'arme et le jette à la poubelle. Avec sa chance légendaire, il serait capable de la perdre et de se retrouver dans une situation délicate, comme cela a failli lui arriver pendant sa bagarre à main nue avec le frelon. Puis il remplace l'arme vide dans sa ceinture, se disant qu'elle pourra au moins servir à menacer un adversaire. Il s'appuie contre le mur près de la poubelle et se laisse tomber à genoux. Il prend une profonde inspiration, expire longuement, puis observe sa main à l'endroit où l'aiguille s'y a enfoncée. Un homme d'âge moyen entre sur la passerelle de la voiture 10. Un simple voyageur. Il jette un coup d'œil au chariot garé sur le côté, mais ne semble pas s'inquiéter de le voir abandonner sans surveillance avant de disparaître dans les toilettes. C'était moins une, pense Nanao. Une minute plus tôt, il avait assisté à toute la scène. Il continue à se demander si cette fois, il a été chanceux ou malchanceux, et s'il est encore bien là. Toujours vivant, non? Les secousses du Shinkansen lui traversent le corps de bas en haut. Toujours heureux de découvrir des scènes qu'il y a aussi dans le film, évidemment la confrontation entre Coccinelle et le frelon, un combat insectoïde, si je puis me permettre. Dénouement un petit peu différent que dans le film, mais je n'étais pas perdu. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe du côté de Kimura, dans Kimura 6. « Allez, on y va, je suis sûr qu'on va s'amuser, » dit le prince en poussant Kimura devant lui. Il a retiré ses liens, mais Kimura ne se sent pas libre pour autant. Bien sûr, sa haine pour le prince imprègne tout son être, mais il est conscient de ne pas pouvoir la laisser déborder. Cette part en lui qui tremble de rage en marmonnant « Je vais te tuer » est floue et indistincte, comme s'il la voyait à travers un verre fumé, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui lui ressemblerait, comme si cette animosité était celle d'un étranger et que Kimura se contentait d'imaginer ce qu'il ressent. Il se dirige vers le couloir de la voiture 7. Si Kimura sait bien que le garçon qui le talonne n'est qu'un collégien, il continue à éprouver le sentiment troublant d'être suivi par un monstre prêt à le dévorer. Est-ce que j'ai peur de cet enfant? Cette question paraît-elle aussi se fondre dans une brume. Est-ce que ce collégien a vraiment le pouvoir de menacer les gens et de faire en sorte qu'ils le craignent? Kimura secoue la tête, repoussant ses pensées. Lorsqu'il arrive sur la passerelle, il rencontre un homme de grande taille, adossé debout contre le mur, les bras croisés et l'air lasse. Ses yeux sont durs et méchants, et sa tête paraît cernée d'un halo qu'un petit enfant pourrait dessiner les rayons du soleil. Kimura reconnaît l'un des deux individus qui viennent de traverser la voiture 7. « Tiens, et si ce n'était pas Percy ?» lance le type sur un ton léthargique. Kimura n'a jamais entendu parler de Percy, mais il suppose qu'il s'agit d'un personnage de série télévisée. « Que faites-vous planté là ?» lui demande le prince. « Moi, j'attends que les toilettes se libèrent, » dit-il en désignant la porte fermée. « C'est votre ami qui est là-dedans? » « Non, Mandarine a continué à avancer. »« Mandarine? » »« Oui, confirmant l'homme. Moi c'est Citron, et lui c'est Mandarine. Aigre et doux. Qu'est-ce que tu préfères? » Le prince semble ne pas comprendre la question et se contente de hausser les épaules en silence. Dit, « Toi et ton père, vous allez toujours aux toilettes en vous donnant la main? » Oh, évidemment, il doit penser que cet immonde gamin est mon fils. Pense qu'il mourra avant de se surprendre à l'imaginer. Les Shinkansen vibrent et se balancent. On le dirait secoué par des vents violents, et cette sensation rappelle à Kimura l'époque où il a arrêté de boire d'un coup. Il lui a fallu toute sa volonté pour résister à l'envie. À cette période, il tremblait encore plus que le Shinkansen à cet instant. « Ce n'est pas mon père, » répond le prince. « Oncle Kimura, je reviens tout de suite, d'accord? Attends-moi ici. » En se dirigeant vers les urinoirs, le gamin affiche un sourire d'une innocence éblouissante qui réchauffe le cœur de Kimura. S'il sait que cette réaction est purement instinctive et n'a aucune raison d'être, il a soudain envie de tout lui pardonner. Fais pas ça, Big. Kimura saisit alors le sens de ses paroles.
Attends-moi ici et ne dis rien qui puisse nous compromettre. Il se sent soudain très mal à l'aise et l'homme aux cheveux sauvages l'observe avec irritation. Hé, mon pote, un citron sans préambule. T'es un poivreau, non? Kimura détourne le regard. J'ai raison, pas vrai? J'en ai connu pas mal au cours de ma vie. Je les repère à 100 mètres. Ma mère et mon père étaient des alcoolos, tous les deux. Et ils s'encourageaient mutuellement. Ils se sont enfoncés dans leur addiction, et ça a été de mal en pis. Comme dans Thomas et ses amis, quand Duck est poussé par le train de marchandises, il ne peut pas s'arrêter. Il s'écrase contre le salon de coiffure. Genre, aidez-moi, je peux pas freiner, tu vois? Toute vie s'écroule par les égouts. Comme je ne pouvais rien faire et j'ai gardé mes distances, je me suis caché dans un coin et mon pote Thomas m'a permis de survivre. Je ne bois plus, répond Kimura sans comprendre la moitié de ce que lui dit Citron. Eh bien, tu as raison. Dès qu'un ivrogne boit un verre, c'est terminé. Regarde-moi, on ne peut pas lutter contre ces gènes. Du coup, je ne bois jamais. À part de l'eau, évidemment. C'est marrant. L'eau et l'alcool sont pourtant humides et transparents tous les deux. Mais les effets sont tellement différents, affirme-t-il en soulevant d'un geste sa bouteille d'eau pour en dévisser le bouchon et en boire une gorgée. L'alcool t'embrouille la tête, alors que l'eau, c'est l'inverse. Elle te clarifie les idées. Kimura ne s'en rend pas compte tout de suite, mais plus il observe la bouteille d'eau de citron, plus il a l'impression qu'elle contient un alcool doux et délicieux qui disparaît dans sa gorge. Il esquisse un mouvement de recul. Le train ne tremble pas de façon rythmique ou mécanique. Il se tortille comme une créature vivante, se cabre ou paraît flotter de temps à autre. La sensation de voler, suivie de ses secousses soudaines, menace de faire oublier la réalité à Kimura. « Me voilà de retour », annonce le prince. « Allons visiter la voiture verte », propose-t-il, ni timide ni effronté, et sur un ton parfaitement neutre. Je parie que nous y verrons des gens riches. On dirait un enfant impatient de partir en vacances. Pas nécessairement, répond Citron. Enfin, bien sûr, les passagers de la voiture verte sont probablement un peu plus à l'aise que les autres. La porte des toilettes s'ouvre et un homme en costume en sort. Voyant Kimura et les autres, il ne leur accorde pas d'attention particulière. Il se contente de se laver les mains dans le lavabo avant de regagner la voiture 7. Bon, donc en fin de compte, ce n'était pas Nanao, dit Citron. Nanao demande Kimura sans la moindre idée de qui ça peut être. Ok, bon, je dois poursuivre mon chemin, soupire Citron en faisant mine de se diriger vers l'avant du train. Le prince jette un regard à Kimura comme pour lui indiquer qu'ils y vont eux aussi. Je vous aide à chercher votre valise? Annonce-t-il à Citron. Ça ne sera pas utile, Percy, je sais où elle est. Où ça? Citron ferme la bouche et fixe le prince d'un regard glacial. Le garçon a soudainement l'impression qu'il devrait se méfier de cet homme, en qui rien n'indique qu'il fera preuve d'indulgence à l'égard d'un enfant, tel un prédateur qui, dans la nature, ne se soucierait pas le moins du monde de l'âge de sa proie. Pourquoi je devrais te le dire? Toi aussi tu veux la valise? Le prince ne se laisse pas ébranler. Non, pas du tout, mais c'est amusant, un peu comme une chasse au trésor. Citron, toujours dubitatif, lui lance un regard acéré, comme pour percer son enveloppe et sonder sa psyché. Tant pis, déclare le prince sur un ton boudeur. Mon oncle et moi irons la chercher nous-mêmes. Il joue la comédie pour paraître puéril et faire croire au malfrat qu'il n'a pas de but précis. Kimura le devine. Je te conseille de rester en dehors de ça. Rien de bon ne se produit jamais quand Percy se mêle de la partie. Tiens, prends la fois où il se frotte du chocolat sur le visage pour ne pas avoir à se tâcher au charbon. Il est toujours en train de manigancer un truc et ça ne se termine jamais bien, lance Citron avant de se tourner pour repartir. Eh bien, puisque nous la trouverons les premiers, j'espère que cela ne vous dérangera pas outre mesure. N'est-ce pas, oncle Kimura? Oui, parce que moi je prendrais bien une part du liquide, répond ce dernier sans réfléchir. Il ne le pense même pas, c'est seulement la première chose qui lui venait à l'esprit. Comment tu sais ce qu'il y a là-dedans? Demande Citron en se retournant le regard dur, et Kimura sans l'air crépiter autour d'eux. Mais même à ce moment précis, le prince garde son calme. Il lance à Kimura un regard noir, plein de mépris pour son échec, mais ne semble pas autrement inquiet. « Ouah !» dit-il à Citron d'une voix innocente. « Vous voulez dire que la valise est pleine de cash? » Un instant, la conversation s'interrompt et ils n'entendent plus que les vibrations du train. « Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, » rétorque Citron en fixant alternativement Kimura et le gamin. « Alors peut-être que ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais la valise elle-même qui vaut si cher. Cela expliquerait que tout le monde la cherche. »
Kimura ne peut qu'admirer le courage et l'intelligence du prince. Malgré les circonstances, le gamin parvient peu à peu à détourner l'attention de Citron de leur personne. Peu de gens sont capables d'abaisser ainsi les défenses d'un adversaire grâce à un masque d'innocence. Mais les soupçons du malfrat sont plus difficiles à dissiper que ceux du commun des mortels. Comment tu sais que tout le monde la cherche? Le visage du prince se crispe une fraction de seconde. C'est la première fois que Kimura le voit dans cet état. Mais vous me l'avez précisé lors de notre première rencontre, exclame le prince, redevenu un collégien insouciant. Vous m'avez dit que tout le monde la cherchait. Faux, siffle Citron en pointant le menton en avant. Je crois que je ne t'aime pas beaucoup, ajoute-t-il en se grattant la tête en signe d'agacement. Kimura est paralysé entre deux choix. Si seulement il en avait le courage, il expliquerait à Citron que ce gamin est dangereux, qu'il devrait s'en débarrasser avant qu'il lui fasse la peau. Mais c'est impossible, puisque si le prince contacte son complice, cela pourrait provoquer la mort de Wataru. Bien qu'il ignore si cette menace est fondée, il a comme le pressentiment que oui. Mon oncle, dit le prince. Mais Kimura, dans un état second, ne lui répond pas tout de suite. Oncle Kimura! Quoi? Je crois qu'on a dit quelque chose de déplacé. M. Citron paraît en colère. Désolé. On ne voulait pas vous contrarier, lance Kimura en inclinant la tête. Oncle Kimura, déclare abruptement Citron, tu m'as pas l'air d'un citoyen ordinaire du genre attribué de 9 à 5. Mais non, puisque je suis un alcoolo. Kimura s'inquiète de ce que Citron compte entreprendre par la suite et sent un filet de sueur ruisseler dans son dos. Quand il était dans le métier, il lui est arrivé plus d'une fois de se retrouver dans ce type de situation inconfortable face à quelqu'un qui cherchait à savoir à quel genre d'homme il avait affaire. Il a conscience de l'étau qui se resserre autour d'eux. Dit, j'ai un truc à te demander, tonton. Est-ce que par hasard tu es du genre à ne pas supporter qu'on te tire de ton sommeil? Quoi? La question semble totalement aléatoire. Allez, tu te mets en colère si tu dors et que quelqu'un ose te réveiller? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de problème si on te réveille. Personne n'apprécie particulièrement d'être tiré du sommeil. Des étoiles éclatent devant ses yeux et sa bouche bascule brusquement en arrière. Le cou vient de s'écraser dans sa bouche sans qu'il ait vu voler le poing dans sa figure. Quelque chose de petit et dur est coincé contre sa gencive. Il lui manque une dent de devant. Sa main essuie le sang sur ses lèvres, puis il repêche sa dent et la dépose dans sa poche. « Hé, pourquoi vous avez fait ça? Oncle Kimura, tu vas bien? » s'inquiète le prince tenant à sa routine de collégien naïf. « Ce n'est pas gentil. Pourquoi l'avez-vous frappé? » Je me suis dit que si t'étais un pro, tu serais capable d'esquiver, mais je t'ai eu trop facilement. Apparemment, tonton, je me suis trompé sur ton compte. Bien sûr que oui. Mon oncle est un type tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En voyant le sang couler de la bouche de Kimura, Citron paraît soudainement déconfit. Mes tripes me murmuraient que ce type était dans le métier, dans la même branche que nous. Tes tripes avaient tort, répond Kimura avec sincérité. Il est vrai que par le passé, j'ai fait divers boulots hors normes, mais j'ai pris ma retraite depuis des années. Maintenant, je travaille comme agent de sécurité. Pour être honnête, je suis plutôt rouillé. Non, c'est comme faire du vélo. Même après quelques années de repos, ton corps se souvient de ce qu'il doit faire. Foutaise, a envie de répliquer Kimura, mais il se retient. Vous avez dit que vous alliez vers l'avant du train? Demande-t-il, la bouche pleine de sang. Mon oncle, ça va? Le prince retire son sac à dos et en sort un mouchoir qu'il propose à Kimura. Il a même un petit mouchoir prêt à l'emploi, dit Citron avec ironie, un sourire en coin. T'es vraiment trop génial comme mec, toujours prêt. En voyant le prince enfiler à nouveau son sac à dos, Kimura se souvient qu'à l'intérieur se trouve le pistolet qu'il avait apporté. Il lui suffirait de tendre la main, d'ouvrir la fermeture éclair et de se servir. Puis deux questions le traversent l'esprit. La première est de savoir ce qu'il ferait une fois en possession de l'arme. Menacer ou tirer? Et qui viser? Citron ou le prince? Bien sûr, il meurt d'envie de pointer le canon sur l'adolescent sans cœur et d'appuyer sur la détente. Et c'est exactement ce qu'il ferait s'il le pouvait. Mais la situation de Wataru n'a pas changé. Sa vie est en jeu. Ne t'inquiète pas pour ça. Fais-le. Vas-y. Le train semble frapper dans le dos à chaque secousse, érodant peu à peu sa maîtrise de lui-même. Tu as toujours fait ce que tu voulais, quand et comme tu le voulais. On meurt un peu plus chaque jour, pourquoi se retenir? Fais souffrir ce gosse diabolique, il le mérite. De toute façon, c'est du bluff, personne n'attend de signal à l'hôpital et Wataru n'est pas en danger. Il est parvenu à étouffer cette partie de lui-même qui souhaitait prendre la décision la plus facile.
Mais à présent, les toasts desserts. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il attend que je le fasse? Le sac à dos est là à portée de main. Le prince peut-il avoir anticipé le déroulement de mes pensées? Est-ce qu'il espère que je m'empare de l'arme pour m'attaquer à Citron? Est-ce que je dois y voir un nouveau moyen de contrôle de la part de cette petite sale ordure? De cette sale petite ordure? Plus il y songe, plus Kimura s'enfonce dans le brouillard. Le doute se superpose au doute. Il s'agrippe à une branche pour s'extraire du marécage, mais n'est même pas sûr qu'elle pourra supporter son poids. Et puis, il y a cet autre Kimura, qui desserre le couvercle progressivement, impatient d'agir, sans se soucier des conséquences. Il se sent écartelé. Permettez que nous inspections vos bagages, dit Citron avec une voix de comédien, en arrachant son sac à dos au prince. Ni Kimura, ni le gamin ne l'ont vu venir. La main du malfrat a flotté dans l'air, tracé une ligne douce dans l'espace et saisit brutalement le sac. Kimura se sent pâlir, et même le prince paraît ébranlé. Voyons voir, Percy et Tonton, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac, mais vu la façon dont l'oncle Kimura le ziote, je parierais qu'il contient quelque chose qui pourrait vous donner l'avantage dans la situation inconfortable dans laquelle vous vous trouvez. Citron soulève le sac à dos, défait la fermeture éclair et fouille dedans. « Oh, j'ai trouvé quelque chose de sympa !» s'exclame-t-il en faisant apparaître le pistolet dans sa main tandis que Kimura le regarde fixement. Si je devais exprimer ce que je ressens en 6 mots, ce serait « Papa, le Père Noël existe !» Attends, ça fait 5 mots? Kimura ignore si Citron se parle à lui-même, mais il semble apprécier la vue de l'arme et surtout du silencieux. Si on tire un coup de pistolet dans un train, la déflagration est si forte qu'il est impossible de passer inaperçu. C'est précisément le problème que nous avions jusqu'à présent. Mais regardez, le silencieux est venu à nous et nous n'avons même pas eu besoin de le commander au Père Noël. Les yeux du prince sont rivés sur l'arme. La situation se détériore trop vite pour que Kimura soit en mesure de réagir. Maintenant, écoute-moi bien. J'ai une question à vous. Citron retire la sécurité du pistolet et le pointe sur Kimura. « À moi? » Le petit Kimura incapable de prononcer la suite de sa phrase. « Ne me tirez pas dessus! Le méchant, c'est ce gamin! » Les vibrations du Shinkansen amplifient son anxiété. Vous possédez une arme avec un silencieux. Vous n'êtes donc pas des amateurs. Je n'avais jamais entendu parler d'un duo adulte-enfant, mais ce n'est pas idiot. Il y a toutes sortes d'équipes étranges dans notre métier. Mais du coup, je me demande bien pourquoi vous êtes là tous les deux. C'est votre idée ou on vous a envoyé? Vous pouvez me dire ce que vous cherchez? Quel est votre lien avec mon partenaire et moi, tout ça? La vérité est qu'il n'existe aucun lien entre Kimura et Citron ou Mandarine. Kimura a apporté l'arme pour tuer le prince et l'imbroglio de la valise a été une initiative de cette saleté de gamin. Mais il doute que Citron puisse croire à ses explications. Mon oncle, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, dit le prince en regardant Kimura, grimaçant comme s'il allait se mettre à pleurer. Le sentiment du devoir monte en Kimura, celui de protéger cet enfant vulnérable, immédiatement contredit par cette pensée. Ne te laisse pas duper. On dirait un gosse apeuré, mais ce n'est qu'une façade, celle d'une créature sournoise qui se fait passer pour un collégien. Je demande si vous travaillez vous aussi pour Minegichi. Minegichi? Répond Kimura en jetant un regard nerveux au prince. Pourquoi il parle de Minegichi? Bon, voilà comment ça va se passer. Je vais buter l'un de vous deux, toi ou toi. Si vous demandez pourquoi je ne vous tue pas tous les deux, c'est parce que Mandarine serait furieux. Ça me met hors de lui quand je tue un type dont on aurait pu obtenir des informations. Il est hyper pointilleux sur ce genre de choses, typiquement du groupe A. Mais bon, vous comprenez que je ne puisse pas vous laisser vivre tous les deux, non? C'est trop dangereux. Il faut que je tire sur l'un d'entre vous. C'est pourquoi j'ai une autre question, dit Citron, en abaissant son arme pour plier une jambe et s'accroupir. Lequel d'entre vous est le leader? Je ne suis pas dupe de l'apparence et de la taille. D'ailleurs, je ne pourrais pas jurer que ce n'est pas le gamin. Donc à 3, le meneur lève la main et l'autre pointe le doigt sur le meneur. Si vos réponses ne concordent pas, par exemple, si vous levez tous les deux la main ou si vous pointez tous les deux le doigt sur l'autre, je saurais que vous avez menti et je vous buterai tous les deux. J'avais cru comprendre que tu aurais des problèmes si tu nous butais tous les deux, s'interpose Kimura désemparé. Quoi, tonton, toi aussi tu es du groupe A? Pointilleux? Bon, peu importe. Je n'ai pas que Mandarine soit en colère contre moi, mais ce n'est pas comme s'il allait me tuer pour si peu. Moi aussi, j'aime bien m'amuser un peu. Ça t'amuse? Le visage de Kimura se décompose. Tout à l'heure, le prince lui a proposé de jouer à un jeu, et à présent, Citron s'amuse à les flinguer.
à flinguer les gens. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux? Il lui semble être le plus idiot de tous. Lui qui se contente de se détendre en buvant de l'alcool. Ok, c'est parti. Répondez franchement, ordonne le citron, en plissant les lèvres. Une jeune mère et son enfant en bas âge entrent sur la passerelle à ce moment-là. Citron se tait et Kimura et le prince aussi. Maman, on y va! Crie joyeusement le petit garçon en passant en courant devant Kimura. Il lui rappelle Wataru, la femme des visages des trois hommes qui semblent s'affronter et devine que quelque chose cloche. Pourtant, il continue à avancer vers la voiture 7. Toutefois, la voix du petit garçon fait réagir Kimura. Je dois vivre, pense-t-il. Je dois m'en sortir pour Wataru. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas mourir. Il se le répète comme s'il tentait de s'hypnotiser. Le garçon et sa mère passent la porte de la cabine, qui reste ouverte un moment avant de se refermer lentement sous le regard attentif de Citron. « C'est qui le chef? » demande-t-il avec un grand sourire. 1, 2, 2, 3. Kimura ne réfléchit pas 2 fois. Il lève la main. Un regard en biais lui révèle que le prince pointe le doigt sur lui, de même que Citron le vise du canon. Dans le coin lavabo, fermé par un rideau près d'eux, on entend soudain le bruit d'un sèche-main. Quelqu'un devait être planqué là tout ce temps. L'attention de Kimura se concentre alors sur le rideau. Le coup de feu ne part pas, juste un léger clic, comme un clic qu'on tourne dans la serrure. Clic, clic, la clé tourne à nouveau. Il faut un certain temps à Kimura pour réaliser que c'était le bruit du silencieux. Tellement silencieux qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'on lui avait tiré dessus. Puis il sent une chaleur sur sa poitrine, aucune douleur, juste la sensation d'un fluide qui s'échappe de son corps. Sa vision se trouble. Sans rancune, tonton, dit Citron, tout sourire. Une bonne chose de faite. Au moment où ses yeux lui parviennent, Kimura ne voit plus rien. Il sent quelque chose de dur heurter l'arrière de sa tête. Suis-je tombé? Une douleur se répand dans son crâne et il ne ressent plus que le grondement du Shinkansen. Devant ses yeux s'ouvre un abîme, puis l'obscurité totale. Aucune sensation d'espace, ni de haut, ni de bas. Son esprit s'éteint. Après un moment toutefois, il lui semble flotter, ou être aspiré. Je vous rassure, il ne va pas crever. Hein. On est rendu au chapitre 6 de Kimura, et Kimura en a 9. Donc il en reste encore 3. Donc, je vous rassure, Kimura, il va pas mourir. Si vous avez vu le film, vous le savez, de toute façon. Sinon, désolé. Il ignore ce qui se passe et depuis combien de temps on lui a tiré dessus. Ce n'est pas du tout comme tomber dans un profond sommeil. C'est beaucoup plus solitaire. Comme être enfermé dans un espace clos et sombre. « Mon oncle! » dit une voix quelque part. Kimura sent sa conscience se dissoudre dans la brume, dispersée à jamais. Pourtant, son esprit est toujours actif. Il a envie d'un verre. Ses sensations physiques s'estompent. La peur et l'incertitude s'emparent de son cœur, l'enserrant plus fort, atrocement. Mais il y a une dernière chose dont il faut s'assurer. Son amour de père pour Wataru jaillit comme du magma. Est-ce que Wataru va bien? Bien sûr. En échange de ma mort, la vie de mon fils continue. Je peux m'en réjouir. Au loin, la voix du prince est comme le vent qui hurle autour de la maison. « Mon oncle, tu es en train de mourir! Tu es triste? Tu as peur? » Et Wataru, c'est la question que Kimura aimerait poser, mais il ne parvient pas à respirer. « Votre fils va mourir aussi. Je ne tarderai pas à passer l'appel. » Vous êtes mort en vain, monsieur Kimura. Déçu? Kimura ignore ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a entendu que son fils allait mourir. Vivre. Il essaie de parler, mais sa bouche ne bouge pas. Son sang circule à peine. « Qu'est-ce que tu as, mon oncle? Tu as quelque chose à dire? » La voix du prince, détendue et lointaine. « Vous pouvez y arriver. Dites simplement, épargnez mon fils, s'il te plaît, et je le ferai. » Il ne ressent plus que de colère envers le prince. S'il accepte de laisser vivre Wataru, Kimura est prêt à le supplier. Il prend cette décision alors même que sa conscience s'éteint et il s'efforce d'ouvrir les lèvres. Du sang s'écoule de sa bouche. Il a envie de vomir et sa respiration est un râle. « Wataru » prononce-t-il du bout des lèvres, mais sa voix ne sort pas. « Désolé, qu'est-ce que tu as dit? Je n'arrive pas à t'entendre. Hé, mon oncle! » Kimura ne sait plus qui lui parle, ni à qui il parle. « Je suis désolé. Je parlerai dès que possible. Vraiment, je vous l'assure. Mais s'il vous plaît, aidez mon fils. » Quelle honte, oncle Kimura. Le petit Wataru va mourir et ce sera entièrement de ta faute. La voix semble pleine d'allégresse. Kimura se sent sombrer à nouveau dans l'abîme. Son âme crie quelque chose, mais personne ne l'entend.
Comme prédit au début, on commence déjà à avoir des trucs qui se rejoignent. Déjà, maintenant, on a le citron, Kimura et le prince. Donc, il manque juste plus que Mandarine et Coccinelle. Et on va avoir tout le monde ensemble. Mais pour l'instant, la question c'est quel est le destin de Kimura et de son fils après ce coup de feu impromptu? Eh bien, on va savoir tout de suite, puisque le prochain chapitre, c'est le prince 6. Donc, on reste dans le même endroit. C'est fait, annonce Citron en se redressant. Donc, maintenant, c'est verrouillé. Après avoir fourré Kimura, qui respirait à peine dans les toilettes, Citron a utilisé un fin fil de cuivre pour verrouiller la porte de l'extérieur, en tirant d'un coup sec au moment où la porte se fermait. Ça n'a pas marché du premier coup, mais le verrou s'est enclenché au deuxième essai. Le prince trouve cette technique quelque peu primitive, d'autant plus que le fil dépasse à présent du cadre de la porte. Et cette chose qui pendouille? T'inquiète pas, personne ne remarquera et ça me permettra de rouvrir la porte en tirant dessus. Tiens, donne-moi plutôt ça. Il me tend la main, le prince lui passe la bouteille d'eau minérale. Citron en avale une gorgée, tout en le fixant du regard. Je demande ce que tu chuchotais là-dedans. Après avoir traîné Kimura dans les toilettes, le prince a demandé la permission de lui dire une dernière chose et s'est penché vers lui. Rien d'important. Il a un fils. Je disais juste un mot à son sujet. Et on aurait dit qu'il voulait me répondre, alors j'ai entendu. Et il n'était pas vraiment en état de parler. Le prince se rejoue à la scène un instant plus tôt, au moment où il a annoncé à Kimura que le petit Wataru n'allait pas tarder à mourir. Voir Kimura mourant, extrêmement pâle et lire sur son visage un désespoir sans nom à l'évocation de son fils, à cet instant précis, a inondé le prince d'une indescriptible satisfaction. Il se sent particulièrement fier de lui. Je suis parvenu à faire en sorte qu'une personne sur le point de mourir atteigne le comble du désespoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'image de Kimura essayant de former des mots pour le supplier de sauver son fils était hilarante. Tellement d'efforts pour rien. Ça lui a rappelé un extrait du livre sur le Rwanda. La majorité des Tutsis ont été tués à la hachette, massacrés de façon horrible. Craignant de partager leur sort, une personne a offert toutes ses possessions à ses assaillants afin qu'ils lui tirent dessus plutôt que de le tuer de cette façon. Il ne s'agissait pas de « s'il vous plaît, ne me tuez pas », mais de « s'il vous plaît, tuez-moi sans me faire souffrir ». Cela avait paru pathétique au prince, mais l'idée qu'on puisse rabaisser à ce point un être humain l'avait également beaucoup excité. Certes, la mort écourte la vie d'un homme, mais ce n'est pas la pire chose qu'on puisse lui faire. On peut aussi le plonger dans le désespoir juste avant sa mort. Lorsque le prince a eu compris cela, il en a ressenti le besoin de l'expérimenter lui-même et a abordé cette mission tel un musicien qui s'attaque à un morceau particulièrement difficile. De ce point de vue, ce qui vient de se passer avec Kimura a dépassé ses espérances. La pensée que, même au moment de mourir, Kimura n'a pas cessé de s'inquiéter pour son enfant, pour un autre être humain, lui donne le fou rire. Et aussi une idée. Peut-être pourrait-il utiliser la mort de Kimura pour tourmenter d'autres personnes, par exemple son fils ou ses parents. Très bien, allons-y. Suis-moi, ordonne Citron en pointant le menton vers l'avant du train. Citron doit savoir comment tuer proprement une personne avec une arme à feu, car seule une infime quantité de sang a giclé sur le sol. Quand ils ont traîné Kimura jusqu'aux toilettes, on distinguait par terre une légère trace, comme celle qu'aurait laissée une limace rouge. Et Citron l'a épongée à l'aide d'une lingette humide. Pourquoi dois-je vous accompagner? Le prince essaie de témoigner de la peur, tout en s'assurant de ne pas en faire trop. Je faisais seulement ce que ce type me demandait. C'était pas vraiment mon oncle. Je ne connais rien de ses affaires. Je ne sais pas quoi faire de son arme. Citron a remis le pistolet dans le sac à dos du prince. Ouais, ben, je te fais toujours pas confiance. Je pense encore que tu pourrais être un professionnel. Un professionnel? Quelqu'un qui se fait payer pour du sale boulot. Des contrats dangereux, tu vois, comme Mandarine et moi. Moi? Je suis un collégien. Il y a toutes sortes de types de collège ou de lycée. Je ne cherche pas à me vanter ni quoi que ce soit, mais j'ai commencé à liquider des gens à ton âge. Le prince porte ses mains à sa bouche pour afficher un visage surpris, mais intérieurement il est déçu. Pour sa part, il a commencé à tuer des gens à l'école primaire. Il espérait être agréablement surpris par Citron, mais cet espoir vient de s'effondrer. Aussi décide-t-il de le tester. Pourquoi c'est mal de tuer des gens? Citron avait commencé à marcher, mais il s'arrête brusquement. Un autre homme s'avance sur la passerelle.
Il s'écarte et attire le prince à l'écart près de la porte. « Viens là, Percy. Pourquoi c'est mal de tuer des gens? Percy ne demanderait jamais une chose pareille. C'est pour ça que les gens l'aiment bien, répond-il en plissant les yeux. Je me suis toujours posé la question. Je veux dire, on tue des gens à la guerre. Il y a la plaine de mort chez nous. Alors, pourquoi on dit que c'est mal de tuer des gens? Je viens d'abattre un homme. C'est plutôt drôle que tu me demandes ça à moi, fait remarquer Citron sombrement. Ok, alors voilà. Ceux qui n'ont pas envie qu'on les bute ont inventé une règle qui fait que tuer des gens est mal vu. C'est seulement pour leur permettre de se sentir en sécurité vu qu'ils sont incapables de se protéger. Puisque tu me demandes mon avis, je pense que quand on ne veut pas finir 6 pieds sous terre, il faut mesurer ses actes. Ne pas faire chier les autres, ne pas être violent ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses possibles. Tu devrais réfléchir à ça. C'est un bon conseil que je te donne. Le prince ne trouve pas cette réponse très profonde, et il manque d'éclater de rire. Cet homme agit peut-être bizarrement, mais il vit d'affaires criminelles parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Beaucoup de gens sont comme lui, dépourvus de toute philosophie. Le prince est même un peu fâché que Citron lui ait ainsi déçu ses attentes. Si un type se tournait vers la violence, en connaissance de cause et après mûre réflexion, il serait fascinant d'écouter ses explications, mais un type qui ne fait que riposter est un être vide de substance, une silhouette de papier. « Pourquoi tu souris ?» demande Citron de nouveau aussi tranchante qu'un coup de couteau. Mais le prince se contente de secouer rapidement la tête. « Je suis tellement soulagé. » Le prince aime dominer les gens grâce à ses explications et à sa logique imparable. Donner ou dissimuler ses raisons, expliquer les règles ou les occulter, ces outils permettent d'influencer ou de tromper avec une facilité déconcertante. Ce type m'a fait tellement peur. Ça n'avait pas l'air particulièrement contrarié que je le bute. Après tout ce qu'il m'a fait, il était vraiment si mauvais que ça. Le prince tente de paraître terrifié. Il était abominable. Citron le fixe, son regard acéré creusant sous la surface, une couche à la fois, comme on épluche un agrume. Inquiet à l'idée que sa véritable nature puisse transparaître sur son visage, le gamin la refoule au plus profond de son être. Ça me semble plutôt louche. Le prince se met à réfléchir à toute vitesse en secouant piteusement la tête. « Tu sais, répond Citron, les yeux brillants et tout sourire, ça me rappelle un épisode. » Lequel? Quand le diesel vient sur l'île de Sodor. Il n'aime pas Doc, la locomotive verte à vapeur, et il veut s'en débarrasser. Je ne connais pas cet épisode, répond le prince en gardant un œil méfiant sur Citron. Soudain plus agité, tout en cogitant à un plan. Le vieux diesel, méchant, raconte que Doc répand des rumeurs sur les autres trains. Les locomotives de l'île de Sodor sont plutôt crédules, tu vois, alors ils se mettent toutes en colère contre Doc. En gros, il est piégé. Citron s'exprime avec enthousiasme, comme s'il s'adressait à une foule, si bien que même le prince se laisse happer par son histoire. Simultanément, il observe que pendant qu'il parle, le malfrat tient l'arme dans une main et le silencieux dans l'autre, qu'il le visse ensuite sur le canon comme un chef confectionnerait un maquis. Ces mouvements mesurés évoquent les préparatifs d'une cérémonie millénaire. Quand est-ce qu'il a... Le prince se rend compte qu'il n'a même pas remarqué à quel point Citron avait sorti l'arme du sac à dos. Donc Doc est sous le choc. Avant qu'il s'en aperçoive, le mal est fait et tout le monde le déteste. Quand il finit par le comprendre, tu sais ce qu'il fait? Citron lui lance un air interrogateur tel un professeur en plein cours. Il donne au silencieux un dernier tour de vis et pointe l'arme vers le sol, puis tire la glissière en arrière pour vérifier la chambre. Le prince est incapable de faire un geste. Écouter cet homme raconter une histoire pour enfants alors qu'il se prépare à l'assassiner lui paraît irréel. Doc les convainc que jamais il ne serait capable d'inventer ce genre de choses. C'est la stricte vérité d'ailleurs. Ces méchantes rumeurs sont trop subtiles pour qu'il les ait créées de toutes pièces. Le bras droit de Citron se balance, l'arme à la main. « Je suis prêt », semble dire le pistolet. « Je tirerai quand tu m'en donneras l'ordre. » Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Doc dit quelque chose de vraiment profond. Des propos dont tu devrais te souvenir. Quoi? Les locomotives à vapeur ne feraient jamais une chose aussi poltronne. Le canon de l'arme apparaît soudain devant le prince. Le bras de Citron est tendu, et au bout de son bras, le pistolet dont le silencieux semble flotter dans l'air est pointé droit sur son front. Que... Le prince se demande frénétiquement ce qu'il doit faire. Je suis dans du sale drap. Il envisage de s'appuyer sur sa tactique de l'enfant innocent. Contrôler les émotions des gens relève en grande partie des apparences.
Si les bébés n'étaient pas si mignons, s'ils n'arrivaient pas à ce bouton émotionnel chez les adultes, personne ne se donnerait la peine de s'occuper d'eux. Les koalas sont des créatures violentes, mais on a beau le savoir, il est difficile de se sentir menacé parce que cet adorable mammifère portant son petit sur son dos. A contrario, si quelque chose a un aspect grotesque, quelle que soit l'affection qu'on lui porte, le premier réflexe consistera toujours à éprouver une répulsion instinctive. En bref, les apparences suscitent chez l'homme une réaction animale, voilà pourquoi il est si facile d'en tirer profit. Les gens prennent des décisions reposant sur l'intellect. Sur l'instinct, pas sur l'intellect. La réponse physique est donc un levier de maîtrise émotionnelle. Pourquoi comptez-vous me tirer dessus? Vous avez pourtant avancé précédemment que vous vouliez laisser en vie l'un de nous. Un bon angle d'attaque. Citron a peut-être oublié ce qu'il a affirmé plus tôt. Il est parfaitement logique de tenter de lui rappeler. Ouais, mais après, j'ai compris. Compris quoi? Que tu es le vieux diesel méchant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, c'est comme... Le diesel est un moteur venu aider à la construction des chemins de fer de Stirtum-Famhat. Ce maire est style malfrat. Méchant et vaniteux, il se moque des locomotives à vapeur et agit uniquement pour son propre bénéfice. Mais à la fin, ses plans machiavéliques sont révélés au grand jour et il est châtié. Voilà le diesel. Il est comme toi. J'ai pas raison? Citron a cessé de sourire. Tu as voulu faire croire que ton oncle était un homme abominable, mais à mon avis, il était plutôt comme Duck, incapable d'inventer tous ces trucs. Pas vrai? Il ne m'avait pas l'air du gars qui a inventé la poudre. Un bonarier d'alcoolo, c'est sûr, mais incapable de crotter. Je ne comprends pas. Le prince essaie de se reprendre, en cessant de se focaliser sur le canon de l'arme. Arrête de regarder fixement ce pistolet et cherche plutôt un moyen de sauver ta peau. Tu ne t'en sortiras pas en paniquant. Marchandage, supplication, menace, tentation. Il énumère les possibilités. D'abord, gagner du temps. Comment éveiller son intérêt? Et réfléchis à ce que cet homme désire plus que tout. À propos de la valise... Encore une fois, reprend Citron, ignorant ce que lui dit le prince. Ce type ne m'a pas paru être un aussi bon élément que Duck. Mais qu'il se soit fait piéger, ça les rend comparables en quelque sorte. L'arme reste pointée sur le prince, comme s'il s'agissait d'un doigt très long du malfrat. Le canon le fixe sans cligner des yeux. Attendez. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et à propos de la valise, tu n'es pas Percy, tu es le vieux et méchant diesel. Il m'a juste fallu du temps pour m'en rendre compte. On m'a tiré dessus. Le prince ne voit rien, puis il réalise qu'il a fermé les yeux. Il les recouvre brusquement. Si mon heure est arrivée, je veux voir la mort en face. Fermer les yeux devant la peur et le danger, c'est pour les faibles. Il se réjouit de ne ressentir aucune crainte. Seulement une légère déception face à la soudaineté de l'événement. Comme si la fin de sa vie était une télévision qu'on éteint sous prétexte que les émissions intéressantes sont passées. Mais la nouvelle ne le dérange pas tant que ça. Son sentiment de fierté reste plus fort, cette fierté d'affronter sa propre fin sans en être bouleversé outre mesure. Ouais, tu es comme Diesel. Le prince regarde attentivement le canon. La balle qui mettra fin à ma vie va sortir de ce trou. Il n'a pas l'intention de détourner le regard. Après un instant, le prince commence à se demander pourquoi il tient encore debout. Le bras droit de Citron commence à descendre. Le malfrat cligne des yeux et fronce ses sourcils, se touchant le visage de sa main libre. Quelque chose ne va pas, c'est évident. Il secoue la tête d'avant en arrière, puis bâille à 2 reprises, la bouche grande ouverte. Non, il s'endort? Pas possible. Le prince fait d'abord un pas sur le côté, puis un autre, s'éloignant du canon. Vous allez bien? Il est drogué. Cette pensée lui vient en un clin d'œil. Une fois, il s'en est pris à un camarade de classe, et pour la faire craquer, il a utilisé de puissants somnifères. Les effets sont les mêmes. Putain, dit Citron, en agitant son arme. Un soupçon de danger lui intimant d'éliminer le prince avant de sombrer dans les bras de Morphée. Je suis vraiment crevé. Profitant de l'occasion, le gamin saisit son bras à 2 mains et lui arrache le pistolet d'un coup. Citron grogne et lance en avant son autre bras, mais le prince esquive le coup puis recule contre le mur de la passerelle. Les genoux de Citron se dérobent sous lui et il vient se fracasser contre la porte. Il est en train de perdre son combat contre le marchand de sable. Ses bras tâtonnent mollement les murs, puis il glisse lentement vers le sol, telle une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le prince range l'arme dans son sac à dos, sans prendre la peine d'enlever le silencieux. La bouteille en plastique a roulé au pied du malfrat et le prince s'avance prudemment pour la ramasser.
une bouteille d'eau minérale ordinaire, ou peut, quelqu'un a peut-être versé un somnifère, mais qui, au moment où il se pose la question, une autre pensée prend sa place. J'ai tellement de chance. J'ai tellement de chance! Il a du mal à le croire, alors qu'il était à 2 doigts de la mort, un retournement de situation stupéfiant. Il contourne Citron et l'attrape sur les aisselles. Il est lourd, mais il est toutefois capable de le déplacer. Ok. Il repose l'homme par terre et se dirige vers la porte des toilettes, en faisant attention à ne pas se couper. Il saisit l'extrémité du fil de cuivre et le tire vers le haut. La serrure se déverrouille. Retournant vers Citron, il se place derrière lui afin de pouvoir le traîner dans les toilettes, puis vient l'assaut. Citron semble profondément endormi. Pourtant, ses 2 bras se lèvent, agrippant le prince par le revers de son blazer et le font tomber en avant. Le garçon s'écrase à terre. Tout est chamboulé. Il a perdu le contrôle de la situation. Il se relève, les cheveux hérissés, à l'idée de la prochaine attaque du malfrat, celle qui l'achèvera. Et marmonne Citron, toujours assis. Ses yeux roulent dans différentes directions et ses mains battent l'air. On dirait un ivrogne. Dis-le à Mandarine. Le somnifère doit être particulièrement puissant si Citron ne parvient pas à rester éveillé malgré ses efforts. Le regarder lutter contre le sommeil est très comique, un idiot qui lutterait pour garder un pied sur le rivage alors que le bateau prend déjà la vague. L'arme à la main, le prince s'approche de l'homme et se penche. Citron serre les dents pour rester éveillé. Dis à Mandarine que le truc qu'il cherche, la clé, c'est une consigne à Morioka. Dis-lui. Puis sa tête tombe en avant et ne se relève pas. Il semble mort, mais le prince constate qu'il respire encore. En contournant le corps pour le soulever à nouveau, il remarque une image collée sur le sol par la main de Citron, un autocollant représentant une locomotive verte avec un personnage de dessin animé pour enfants. Il aime vraiment cette série stupide, pense le prince, mais il lui vient à l'esprit que cela pourrait constituer une sorte de signal pour son partenaire. Aussi décolle-t-il le sticker et le roule-t-il en boule avant de le jeter à la poubelle. Il entreprend ensuite de traîner Citron dans les toilettes. Kimura est allongé sur le sol et une flaque rouge et noire se répand sur son corps. Du sang qui se mélange aux taches de pisse sur le sol. Dégoûtant, monsieur Kimura. Dit le gamin prépare un autre cœur. Avant que quiconque puisse passer et remarquer la scène, il referme la porte derrière lui et la verrouille, puis hisse le corps inconscient de Citron sur les toilettes. Sortant le pistolet de son sac à dos, il appuie sans hésiter le canon sur le front de Citron. Il n'a pas envie de se faire éclabousser et recule contre la porte, se met en position, vise et presse la détente. Clic! Le son bourdonne dans l'air. Le silencieux et le cliquetis consistant du Shinkansen sur les rails ont empêché quiconque d'entendre le coup de feu. La tête de Citron se penche et pense sur le côté. Le sang jaillit du trou laissé par la balle. Se faire tirer dessus dans son sommeil. On dirait qu'il manque un truc. Je parie qu'il n'a même pas senti la douleur. Le sang a presque fini de s'écouler de la blessure. Le prince sourit méchamment. Même un jouet dont les piles sont à plat s'éteint d'une mort plus digne. Pas question pour moi de partir comme ça. Après avoir réfléchi un instant, il décide de laisser l'arme dans les toilettes. Dans un premier temps, il a eu l'intention de la garder sur lui, mais le risque de se faire prendre lui paraît trop élevé. Son taser, il peut prétendre que c'est pour se défendre, mais personne ne le croira si on trouve sur lui une arme véritable. Et puis, Kimura et Citron ayant tous deux été tués par balle, il paraît logique de trouver une arme à proximité de leur cadavre. Il retourne sur la passerelle, verrouiller la porte grâce au fil, comme l'a fait Citron, puis il avance de quelques pas vers la voiture 8 et s'arrête à nouveau, une idée à l'esprit. Il sort de la porte avant de son sac un téléphone, celui de Kimura, et il appelle le dernier numéro de l'historique. Ça sonne un moment. « Oui ?» répond une voix bourrue. « Vous êtes bien le père de M. Kimura ?» Le grondement du train rend la conversation difficile, mais le prince s'en moque. « Pourquoi ?»« Non. »« Pourquoi ?» demande l'homme, interloqué. « Oh, tu es le collégien de tout à l'heure. » Sa voix s'adoucit. Le prince imagine une scène tranquille, les vieux sirotant leur thé devant la télé, et il a envie de rire. Votre fils a été tué pendant que vous preniez le goûter. Je voulais vous confirmer que ce que M. Kimura vous a dit tout à l'heure était parfaitement exact. Le père ne répond pas. À chaque révélation, le prince ressent un délicieux frisson qui descend le long de sa colonne vertébrale. M. Kimura s'est mis dans une situation dangereuse. Son fils aussi est en danger. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Wataru est à l'hôpital. Je n'en suis pas sûr. Où est Yuichi? Laisse-moi lui parler. Il ne peut pas répondre au téléphone. Comment ça, il ne peut plus? Il est encore à bord du Shinkansen?
Vous savez quoi? Allez regarder la télé avec votre femme. Je n'aurais pas dû appeler, poursuit le prince d'une voix calme et neutre, comme s'il se contentait de rapporter les faits. Et je vous conseille de ne pas prévenir la police. De quoi tu parles? Désolé, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais raccrocher maintenant. Le prince coupe la communication. Ça va marcher, pense-t-il. Les parents de Kimura doivent être en train de faire une crise à cet instant même. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe avec leur fils et leur petit-fils, et ils seront torturés par l'angoisse. En toute logique, ils appelleront l'hôpital. Lorsqu'ils téléphoneront, rien de particulier ne se sera encore produit, et on leur répondra que tout va bien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Les parents de Kimura sont totalement impuissants, et le prince est persuadé qu'ils n'iront pas voir la police, puisque même s'ils le faisaient, leur témoignage ne serait pas pris au sérieux. Alors quand la vérité éclatera au grand jour, ils seront ravagés par le désespoir. Ce vieux couple, qui se préparait à vivre ses dernières années dans la paix et la tranquillité, verra le peu de temps qu'il lui reste se transformer en une tempête de rage et de regret. Le prince en brûle d'impatience. C'est comme s'il écrasait les gens pour pouvoir en récolter le jus qui en sort. Pour lui, rien au monde n'a un goût si doux. Il se dirige vers la voiture 8. Vous n'étiez pas si terrible que ça, monsieur Citron. Comme les autres, en fin de compte, enfants, adultes, animaux. Vous êtes tous faibles, dérisoires. Vous ne valez pas plus que des déchets. Décidément. Le prince c'est l'antagoniste. Non, mais très honnêtement, Citron et Mandarine ont beau être des gens mesquins. C'est clairement le prince qui est le plus gros connard, et pourtant c'est le plus jeune. Mais bon, ça, si vous avez vu le film, vous le savez déjà. Attaquons-nous au liseron 3 pour essayer une troisième fois de comprendre qu'est-ce que le liseron branle dans ce livre. Le trajet en taxi n'est pas assez long pour que le compteur se mette à tourner. Il paie la course et descend, puis regarde le véhicule disparaître. De l'autre côté de la route préfectorale, 2 voies dans chaque direction se dressent un bâtiment haut et récent. L'intermédiaire est-il déjà arrivé? L'idée que ce gestionnaire de contrat qui travaille avec un téléphone depuis un bureau s'aventure aujourd'hui, avec appréhension sur le terrain, fait sourire Liseron. C'est bien plus réjouissant que quelqu'un qui recourt à des prétextes fallacieux pour se confiner et se planquer. Il passe l'appel. L'intermédiaire ne répond pas alors que c'est lui qui lui a demandé de venir. Liseron ne ressent pas de colère, seulement le sentiment d'avoir perdu son temps. Il envisage de rentrer chez lui, mais le temps d'en prendre conscience, il a déjà traversé la rue en direction de l'immeuble. Sur le terre-plein, il attend que le feu piéton passe au vert en contemplant la route. Pour lui, elle ressemble à une rivière. Son champ de vision se rétrécit et la couleur disparaît. La rivière s'écoule devant lui en vagues régulières qui s'élèvent et s'abaissent. Près du trottoir, la glissière de sécurité constitue un rempart qui empêche le murmure du courant de dérober sur les berges. De temps en temps, une tempête passe et fait bouillonner l'eau, mais à part ça, la surface de l'onde semble à peine frémir. Sa vision redevient normale, la rivière disparaît et la route ressurgit. La scène reprend de la couleur et du relief. Entre les arbustes du terre-plein central, le liseron aperçoit un drapeau de sécurité routière et une poubelle en aluminium. Il baisse les yeux. À la base du buisson, des pissenlits. Leurs petites fleurs jaunes expriment la vitalité saine d'un enfant en pleine santé, dormant et jouant au gré de ses envies. Les tiges vertes, plus discrètes, soutiennent les fleurs entourées d'une collerette et se balancent doucement. Des pissenlits communs. Comme on en voit par milliers ici. Tant qu'ils sont jaunes, ils sont beaux. C'est quand ils sont blancs qu'ils sont vraiment moches et inutiles. Il se souvient d'avoir entendu dire que le pissenlit commun avait supplanté l'espèce indigène de Kanto. Mais c'est faux. Le pissenlit de Kanto disparaît parce que les hommes empiètent sur son habitat et l'espèce commune se contente de remplir l'espace laissé vacant par des fleurs ancestrales. Liseron trouve ça fascinant. Les gens agissent comme si le pissenlit commun était coupable de la disparition de celui de Kanto, comme s'ils n'étaient que des témoins alors qu'à la vérité, seuls les humains ont à blâmer. Les pissenlits communs sont juste assez réticents pour vivre avec les humains. Si l'espèce commune n'était pas apparue, celle de Kanto serait quand même en train de disparaître. À côté d'une fleur jaune, il aperçoit une tache rouge de forme parfaite, pas plus grande qu'un ongle, une coccinelle, sur son dos des points noirs, comme peints par le pinceau les plus délicats. Liseron l'observe de plus près. Qui a eu l'idée de créer cet insecte? Ça ne ressemble pas à une adaptation au milieu. Il se demande s'il existe une utilité évolutive pour un corps rouge avec des taches noires.
Non que la coccinelle paraisse aussi grotesque et bizarre que tant d'autres insectes, mais son apparence singulière ne semble pas avoir été créée par la nature. Liseron regarde fixement la coccinelle grimper sur la feuille. Il tend le doigt et l'insecte tourne en rond derrière la tige. Quand il lève les yeux, le feu est passé au vert. Il est sur le point de s'engager sur le passage piéton quand il reçoit un appel de l'intermédiaire. On a lu le trois quarts du liseron et j'ai toujours aucune idée de ce qui branle là. Au moins là, on a une référence à la coccinelle. Donc peut-être que le dernier chapitre qui s'appelle La bête à bon Dieu, soit fait référence évidemment au personnage de Coccinelle, soit à cette coccinelle-là et donc à Liseron. Mais à voir, vraiment pour l'instant, vraiment, on a lu le trois quarts du Liseron, il reste juste un chapitre vers la fin. Et j'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'il fout là encore. Hein. C'est quand même singerie. Mais au moins, dis-moi, ces trois pages-là, au moins, c'était mon chapitre préféré de Liseron, mais j'ai pas plus compris ce qui branlait là. Bref. Finissons aujourd'hui avec les agrumes 10. Et donc les 8 dernières pages, je crois. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Les 8 dernières pages, c'est ça. Les agrumes 10. Mandarine commence à se demander pourquoi Citron tarde tant, mais il n'y pense plus dès qu'il sort du wagon vert et aperçoit l'homme à lunettes assis sur le sol de la passerelle avant. Évidemment, on se doute, hein, les agrumes 10, ce coup-ci, ça va être juste sur Mandarine, puisque Citron, on sait ce qui lui est arrivé. Au même moment, le Shinkansen pénètre dans un tunnel et le grondement des rails change de motif sonore. Le décor s'assombrit. Une pression soudaine s'exerce sur le train, comme s'il plongeait sous l'eau. Nanao est assis contre le mur, les genoux repliés sous lui. Au premier abord, il paraît inconscient. Ses yeux sont certes ouverts, mais son regard est vide. Mandarine fouille dans sa veste pour prendre son arme, mais Nanao pointe son pistolet vers lui avant qu'il puisse dégainer. « Ne bouge pas, sinon je tire, dit-il. Mais qu'il soit assis, il tient son revolver sans trembler. Le Shinkansen sort en trombe du tunnel. Par la vitre de la portière s'étend des rizières mûres pour la récolte. Presque immédiatement, le train s'enfonce dans un autre tunnel. Mandarine lève les mains en l'air. « Ne tente pas de coup fourré. Je ne suis pas d'humeur. Je vais tirer, avertit Nanao, l'arme toujours pointée sur Mandarine. Juste pour te mettre au courant, j'ai trouvé le meurtrière du fils de Minegichi, le frelon. Dans sa vision périphérique, Mandarine repère le chariot des rafraîchissements, mais pas l'employé. Ah ouais? Une victoire facile? Où elle est? Dans la salle polyvalente. Le combat a été ardu, mais désormais tu n'as plus besoin de te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Tu n'as plus aucune raison de m'attaquer. Je me le demande. Mandarine examine attentivement Nanao. Je pourrais trouver une ouverture et lui arracher son arme. Il se représente intérieurement la scène. Comme je l'ai déjà dit, notre seul espoir est de travailler ensemble. Il n'y a rien de bon à se tirer dessus. Cela servirait seulement les intérêts de quelqu'un d'autre. Comme qui? Aucune idée, mais il y a forcément un responsable. Mandarine reste immobile face à Nanao, pesant le pour et le contre, puis il hoche la tête. Très bien, range ton arme et cessons les hostilités. Ce n'est pas moi qui ai engagé les hostilités. Nanao se relève lentement en prenant appui d'une main contre le mur, plaçant l'autre sur sa poitrine pour prendre plusieurs aspirations profondes. La lutte avec cette femme a dû lui demander beaucoup d'efforts. Il inspecte précautionneusement les diverses parties de son corps, son pantalon cargo est déchiré au genou, et sur le sol gît un objet effilé qui ressemble à une seringue. Remarquant le regard de Mandarine sur l'aiguille, Nanao s'empresse de la ramasser et de la jeter à la poubelle, puis il remet le pistolet dans sa ceinture. « Tu t'es piqué? » C'était une pro. Donc je me suis dit qu'elle avait forcément une sorte de remède. J'étais à 2 doigts de mourir et j'escomptais qu'elle sortirait l'antidote si elle aussi se faisait piquer. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Comment ça? J'ignorais s'il n'était pas déjà trop tard pour moi. Nanao ouvre et ferme les mains plusieurs fois, comme pour être sûr. Puis il se penche et tripote le tissu déchiré de son pantalon. La poche de Mandarine bourdonne. Un appel. Il sort son téléphone et un sentiment pesant s'abat immédiatement sur lui. C'est notre client commun. Minegichi? Demande Nanao, les yeux ronds comme des billes. Alors qu'il commençait à revenir à la vie, prononcer ce nom le fait blêmir à nouveau. Nous sommes presque à Sendai. Il appelle pour prendre des nouvelles une dernière fois. Prendre des nouvelles de quoi? Pour s'assurer que j'ai bien compris que si je lui mens, il va se mettre en rogne. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui raconter? Je te passerai peut-être le téléphone et tu lui diras toi. Il décroche. Minegichi ne prend même pas la peine de s'annoncer. J'ai une question à te poser. Oui?
Est-ce que mon fils se porte bien? C'est tellement direct que Mandarine ne sait pas comment répondre. J'ai reçu un appel il y a peu, de type qui m'a dit que quelque chose semblait louche. Le type m'a dit « Votre fils avait l'air un peu bizarre. Vous devriez peut-être vérifier. » Alors j'ai répondu « Mon fils ne prend pas le Shinkansen tout seul. J'ai engagé 2 hommes de confiance pour l'accompagner. Rien à craindre. » Mais ensuite il a dit « Soyez prudent. Cessez de faire confiance à ces 2 individus. Ils sont peut-être à ses côtés, mais votre fils ne bougeait pas, et je ne peux pas affirmer qu'il respirait encore. » Mandarine sourit, terrifié à l'idée que le Minegichi lui demande de lui passer le gamin. Votre homme à Omiya avait tort, monsieur. Votre fils était endormi. Peut-être qu'il donnait seulement l'impression de ne pas respirer. Debout, près de Mandarine, Nanao l'observe avec nervosité. Vous savez, monsieur, en vous parlant, je réalise que l'un des 2 caractères qui composent le nom fils est aussi celui de la respiration. Votre fils respire. Un Minegichi n'écoute pas Mandarine. Il a l'habitude de donner des ordres et de formuler des exigences. Aussi, les conseils et les opinions des autres n'arrivent-ils pas même à ses oreilles. Tout ce qu'il entend, ce sont des rapports. C'est pourquoi, juste pour être sûr, j'ai demandé à des gens de venir jeter un coup d'œil à la gare de Sendai. Momo avait raison. Mandarine se tasse un peu. C'est bon, mais le Shinkansen ne s'arrêtera pas longtemps. Alors descendez, vous pouvez débarquer du train tous les 2 à Sendai avec mon fils et ma valise. Mes hommes vous attendent sur le quai. Je vous ai engagé certains de vos collègues de travail. Collègues du milieu. Tout le monde sera très surpris à la gare, monsieur, de voir tous ces charmants jeunes hommes au garde à vous. La mélodie signalant l'arrivée à la prochaine station se fait entendre, un petit air léger et espiègle. Mandarine esquisse à nouveau un sourire hésitant. Si tout se passait comme prévu, ce ne serait pas nécessaire, mais parfois ce genre de choses est inévitable. Je vous repose donc la question. Mon fils se porte-t-il bien et la valise est-elle en votre possession? Bien sûr, oui. Alors notre affaire sera vite réglée. Tout ce que vous aurez à faire consistera à exhibir mon fils et la valise et vous pourrez remonter à bord. Votre fils qui respire encore, monsieur, j'ai compris. Après l'annonce automatique, la voix du contrôleur retentit dans les haut-parleurs, informant les passagers de l'arrivée imminente du train à Sendai. Vous vous êtes interrompu, fait remarquer Minegichi à l'autre bout du fil. Pourquoi? L'annonce de l'arrivée du train à la station était trop bruyante. Nous serons bientôt à Sendai. Vous êtes assis dans la voiture 3, n'est-ce pas? C'est à cet endroit que mes hommes vous attendent. Quand le train arrivera à Sendai, vous descendez. C'est clair? Oh, votre fils est aux toilettes, dit Mandarine sans réfléchir avant de grimacer. Quelle excuse bidon, t'es plus malin que ça? Encore une fois, vos instructions sont de descendre de la voiture 3 et de monter la valise et mon fils à mes hommes. C'est tout. En fait, nous avons eu un différend avec l'un des contrôleurs, reprend Mandarine à la hâte, et nous sommes passés à la voiture 9. Nous n'arriverons pas à temps pour la voiture 3. On a rendez-vous à la voiture 9, la voiture 6, située juste entre la 9 et la 3. Vous pourrez y arriver à temps, non? Mes hommes vous attendront devant la 6. Descendez de la voiture 6 avec mon fils. Par pure curiosité, monsieur, demande Mandarine en essayant de prendre une voix décontractée. Que se passerait-il si vos hommes sont d'avis que quelque chose cloche? Je n'ose pas imaginer qu'ils mitrailleront simplement à tout va. Est-ce que tout est en ordre avec mon fils et la valise? Si tel est le cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais vos hommes pourraient mal interpréter la situation. Si une dispute éclate et que les choses tournent au vinaigre, il en résultera un sacré casse-tête. Pour qui? Mandarine ignore comment répondre. Il ne peut pas sérieusement plaider pour la vie des passants innocents. Il y a tellement de passagers dans le train, il pourrait paniquer s'il entendait des coups de feu. Pas tant que ça, répond laconiquement Minegichi. Mais si, monsieur, le Shinkansen est pratiquement complet. Un mensonge, mais Mandarine n'hésite pas, se disant qu'il y a peu de chances que Minegichi sache combien de passagers sont à bord. Le Shinkansen n'est pas complet. J'ai réservé la plupart des sièges. Vous les avez réservés? Dès que j'ai su dans quel train vous vous trouviez avec mon fils, j'ai acheté tous les sièges encore disponibles. Tous? Cette nouvelle inattendue fait sursauter Mandarine, puis son scepticisme habituel reprend le dessus. Ce n'est pas insensé, mais pourquoi l'aurait-il fait? Je voulais supprimer le plus de variables possible, réduire les risques en quelque sorte. Qui sait ce qui peut arriver à bord du Shinkansen? Moins il y a de passagers, plus il est facile pour vous 2 d'assurer la sécurité de mon fils. Ai-je tort?
Tort à mort, mort comme votre fils. Mandarin combat l'envie de révéler la nouvelle à Minegichi, dire que parmi les quelques voyageurs présents dans le train, un certain nombre sont des professionnels. La stratégie de rachat des places de Minegichi ne semble pas avoir joué en faveur de Junior. Combien ça coûte de faire un truc pareil? Pas tant que ça. Chaque wagon peut accueillir une centaine de voyageurs, ce qui fait moins de 1000 billets. Mandarin se renfrogne. Il n'est pas surpris que les critères financiers du patron de la pègre soient différents des siens. La plupart des gens qui les engagent, lui et Citron, vivant à une autre échelle, mais cette façon qu'a Minegichi d'employer sa fortune dans ce cas de figure lui paraît stupide. À quoi cela lui sert-il? Et ne s'est-il jamais dit que le personnel du train pourrait trouver étrange que le nombre de voyageurs soit si réduit alors que tous les sièges ont été vendus? On entend le rire d'une petite fille au téléphone, la fillette de Minegichi et de sa maîtresse, très probablement. L'écart entre la scène domestique et paisible qu'il imagine et les événements sanglants qui se sont produits à bord du Shinkansen ne convient pas à Mandarin. Comment Minegichi peut-il jouer avec sa cadette alors qu'il sait pertinemment que son héritier court un grand danger? La seule explication qui lui vienne à l'esprit est que les valeurs de ce type diffèrent radicalement de la moyenne et qu'il est tordu psychologiquement. Bon, vous venez de dire que le train était complet, et c'est qui est un mensonge. Ce train n'est pas complet. Si j'étais vous, j'arrêterais de raconter n'importe quoi. Cela ne fait qu'aggraver votre cas, je vous le garantis. Et je vous retrouverai toujours. Mais soit, essayez de vous détendre un peu, ne causez pas de problème à Sendai et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. La ligne coupée. Le Shinkansen commence à perdre de la vitesse, prenant un virage en douceur. Pas le temps de réfléchir, Mandarin passe entre la voiture 9 et la 8. « Qu'est-ce qui se passe? » lui demande Nanao sur un ton hésitant, en lui emboîtant le pas. Mais Mandarin ne répond pas, se contentant d'avancer à toute allure, posant de temps à autre une main sur un appui-tête, tout en veillant à garder son équilibre contre les secousses du train qui ralentit. Une poignée de passagers retire des sacs du porte-bagages en prévision de leur descente à Sendai. Alors que Mandarin s'approche de la porte la plus éloignée, un ado apparaît et s'avance vers lui. « Hors de mon chemin! » Mandarin tente de se faufiler, mais le gamin l'interpelle. « Vous êtes Monsieur Mandarin, n'est-ce pas? Monsieur Citron vous cherchait. »« Ah oui, c'est vrai. Il avait oublié Citron. Mais il n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant. » « Où il est? » Il a dit qu'il devait régler quelque chose et il est parti vers l'arrière du train. Mandarin observe attentivement le gamin, des cheveux brillants coiffés sans raie sur le côté. De grands yeux comme ceux d'un chat, un nez élégant, un autre gosse de riche. Pas le temps, Mandarin ouvre la porte et rejoint la passerelle, suivi par l'ado. Il ressent l'enclenchement des freins. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Quel est ton plan? » l'interpelle Nanao, qui décidément ne veut pas la fermer. Un groupe de voyageurs se tient sur la passerelle en attendant l'arrêt du train, lançant des regards dubitatifs au trio qui avance en trombe. Mandarin jette un coup d'œil au porte-bagages et attrape la première valise noire qui attire son attention, un modèle solide et surdimensionné, beaucoup plus grand que le bagage dont lui et Citron avaient la charge. « Qu'est-ce que tu comptes faire de ça? » insiste Nanao, contournant les gens qui patientent à proximité de la porte. Mandarin entre dans la voiture 7, passe devant les passagers qui se pressent dans le couloir et lui jettent des regards agacés. Sur la passerelle suivante, une file de voyageurs se tient prête à descendre. C'est là, entre les voitures 7 et 6. Il reste à l'écart de la queue et Nanao le rejoint, talonné par le gamin. « Écoute-moi bien, dit-il en se tournant vers Nanao, nous allons devoir descendre 1 minute à Sendai. »« À cause de Minegichi? Ces hommes m'attendent à la gare. Je dois me pointer sur le quai avec son fils et sa valise pour que ces sbires vérifient que j'ai bien les deux. Cette valise n'est pourtant pas la bonne. C'est exact. Et toi, tu n'es pas Minegichi Junior. Quoi? La seule chose que nous pouvons faire pour nous en sortir est de mentir sur la valise et le fils. Tu vas te taire, tu m'entends, et ne pas bouger d'un cil. Nanao est déjà à son côté, capable de comprendre ce que lui dit Mandarin. Moi? Le ralentissement du Shinkansen les fait tous basculer en avant puis en arrière. Mandarin ne parvient pas à garder l'équilibre et s'accroche au mur pour se retenir. Tu vas faire semblant d'être le fils de Minegichi, pigé. Le train continue de perdre la vitesse et entre en gare de Sendai. Mais, le petit Nanao en jetant des regards nerveux autour de lui. Qu'est-ce que je... Suis-moi, c'est tout.
Ne serait-il pas préférable, les interrompt alors le gamin, d'ignorer les instructions? Si vous ne descendez pas, ces hommes ne seront pas capables de dire ce qui se passe, ici, et aussi longtemps qu'ils ne comprendront pas la situation, je pense qu'ils n'entreprendront rien. Vous jouez l'imbécile et vous restez dans le train jusqu'à ce que le Shinkansen reparte. Quel gosse tiendrait ce genre de discours? Mandarine n'aime pas ça. L'idée du gamin est sensée, mais il ne souhaite pas changer son plan à ce stade. Si nous ne descendons pas, ces hommes monteront à bord. Et s'ils sont toute une armée, mieux vaut éviter ça. La porte s'ouvre et la file de passagers commence à sortir du train. Allons-y, lance Mandarine à Nanao. Voici donc ce qui conclut cette 9e vidéo. Et comme je vous ai dit, c'est pas encore tous les personnages qui sont ensemble, mais comme je l'avais prédit, maintenant on a Kimura et Citron qui sont ensemble dans l'agonie. On a Mandarine, Mandarine, Coccinelle et le prince qui sont littéralement en train de discuter en ce moment, hein, qu'on vient de finir. Donc je sens que les prochaines vidéos vont être encore plus intéressantes, puisque là nous allons avoir vraiment, je crois, le clash final qui approche très vite, très vite. Donc évidemment, comme vous savez, on est lundi, donc je vous dis à demain, à mardi, pour la suite de ce merveilleux livre. 40 nouvelles pages qui vont nous en révéler encore plus sur cet imbroglio.